Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Dans son ouvrage, Dorothée Myriam Kellou est en quête de son apprentissage de la langue arabe, dans ses voyages et principalement de son besoin de rappeler les origines algériennes de son père avec le poids du silence en héritage dans lequel demeurent des chapitres mal ou peu connus d'une guerre de colonisation, des vérités que l'on tait, une histoire au sens large, mais surtout des histoires qui rappellent la mémoire, l'identité ou encore la transmission, un fil entre l'intime et le collectif. Bonjour Dorothée, Myriam. Bonjour. Tu vas bien? Amina. Très bien, merci. Mais on s'autorise à penser dans les milieux autorisés. Alors ça, c'est encore un autre truc. Les milieux autorisés, vous y êtes pas, vous, hein. Donc tu es journaliste et réalisatrice. Et d'ailleurs, plusieurs de tes travaux ont été récompensés. Dernièrement, tu as réalisé aussi un film, à Mansoura, tu nous as séparés, qui porte sur la mémoire intime des regroupements de populations organisés par l'armée française pendant la guerre d'indépendance en Algérie. Puis tu as écrit un essai personnel sur la possibilité de transmettre malgré les fils rompus par l'exil et la guerre. Donc Nancy Kabylie aux éditions Grasset. Donc merci d'avoir répondu à notre invitation. La première question que j'ai, c'est est-ce que tu es toujours en quête après avoir écrit cet ouvrage ? C'est une bonne question. Je pense que oui, je suis toujours en quête. Je pense que la quête est un mouvement et permet d'aller interroger l'histoire, le présent, l'identité, la mémoire, jusqu'au cosmos si on veut. Je pense que l'être humain est profondément en quête s'il veut être en vie. Donc j'ai envie de dire oui. Et est-ce que tu penses que dans cette quête, il y a eu un début, donc comme tu l'écris dans le livre, il y a eu plusieurs débuts, on va en reparler plus tard. Il y a eu aussi ton film. Est-ce que tu penses qu'un jour, il y aura une fin à cette quête, où c'est vraiment un livre qu'on ouvre et qu'on laisse ouvert ? Alors, je dirais que, en un sens, c'est une quête qui se poursuit, dans le sens où ça me permet de rencontrer d'autres personnes qui elles-mêmes sont en quête, en interrogation sur leur histoire, sur la transmission, pourquoi je ne parle pas l'arabe, pourquoi je ne parle pas le kabyle, pourquoi je ne connais pas l'histoire de mes parents, de mes grands-parents en Algérie ou ailleurs, dans d'autres pays anciennement colonisés. Donc il y a vraiment la question aussi politique du silence qui traverse beaucoup de familles et beaucoup de personnes. Et ensemble, j'ai l'impression que, notamment grâce à ces rencontres que je fais autour du livre, que ça libère une parole. Une parole que je découvre extrêmement précieuse aussi pour les jeunes générations. Certaines personnes, je me rends compte, sont aussi en détresse face à l'absence de transmission, à quoi j'appartiens, à quel pays, à quelle langue, à quelle culture, à quelle religion, qu'est-ce qu'il reste de l'histoire de mes ancêtres, qu'est-ce que je maîtrise de l'histoire de mes ancêtres, qu'est-ce que je pourrais moi-même transmettre ou non. Et là, il y a vraiment un enjeu qui est aussi collectif, lié à la question des minorités, linguistiques, culturelles, religieuses en France, et comment on existe, comment on transmet, quels sont les espaces pour transmettre dans la dignité, dans la liberté. Donc pour moi, c'est une question qui est un peu sans fin, puisque c'est une question très, très contemporaine. Oui. Et justement, pour revenir sur ce que tu disais, au départ, tu parlais justement d'une quête de la langue paternelle. Tu disais être sans langue paternelle. Tu avais une sensation de manque alors que tes deux parents ils parlaient français avec toi. Et pourtant, tu as quand même ressenti un manque. Et c'est comme si c'est ce que tu décris dans le livre, tu remettais en cause aussi ton algérianité. Mmh. Et donc aujourd'hui, tu connais l'arabe. Tu es partie étudier au Caire, en Palestine aussi. Tu t'es rendue en Palestine. Maintenant, donc, tu maîtrises la langue arabe. Est-ce que tu remets toujours en cause ton algérianité ou pas ? C'est une bonne question et qui nécessite une longue réponse. C'est vrai que j'ai commencé à étudier la langue arabe au lycée, à l'âge de 15-16 ans. Le Fusha, l'arabe littéraire, c'était vraiment une obsession de savoir l'écrire, de savoir
la lire, de savoir ensuite la parler. Sauf que c'est pas une langue du quotidien, l'arabe littéraire. C'est plutôt une langue de la littérature, des médias. Donc ça a été une base finalement pour quand j'ai vécu en Égypte, quand j'ai vécu en Palestine, pour mieux apprendre les langues palestiniennes, égyptiennes. Moi, je parle pas forcément de dialecte. Je préfère parler de langue. Et puis quand je suis arrivée en Algérie, après un long détour aussi par les États-Unis, où j'ai fait un master d'études arabes, donc c'est vraiment le tour du monde pour revenir à l'Algérie, je me suis rendu compte que dans le village de mon père, ils étaient touchés que je parle l'arabe littéraire mélangé à du palestinien et l'égyptien, mais que eux finalement, historiquement, parlaient le tamazirt, le kabyle. Et donc, quelque part, j'étais un petit peu en décalage. Après, ils avaient aussi appris, évidemment, c'était le cas de mon père, et je l'ai découvert en faisant cette recherche, qu'avec les populations regroupées dans son village qui avaient été déplacées de force par l'armée française, il avait découvert l'algérien. Et donc, ses premiers mots d'algérien, réellement, il les a appris avec ces populations regroupées qui, elles, étaient arabophones. Et donc, finalement, dans le village, aujourd'hui, on parle aussi, bien sûr, l'algérien. Mais finalement, je dirais que l'arabe littéraire m'a permis d'avoir une base pour comprendre aussi l'algérien. Par exemple, c'est un mot que j'ai appris, déranger. Bon, c'est du français, ma dérangekch. C'est de l'algérien. Et c'est pas asifal al-izaj, qui est l'arabe littéraire, la formule pour s'excuser de déranger. Donc voilà. Donc après, on se fabrique une langue qui permet d'avoir accès à la parole, parce que moi, c'est ce que je cherchais à avoir en premier lieu, c'était avoir accès à la parole, à l'histoire individuelle, subjective, intime de ces populations algériennes, palestiniennes ou autres. Tu découvres aussi, quand tu te rends au Caire et en Palestine, tu découvres, on a l'impression, tu me dis si je me trompe, à nouveau ton prénom Myriam et aussi tes racines, et tu évoques aussi un arbre généalogique, pardon. Est-ce que tu l'as reconstitué depuis ou pas ? Je pense que je continue même à le reconstituer, parce que finalement, avec la sortie de mon livre, j'ai des messages qui me viennent de Mansoura, qui me viennent de la tribu Kelou. Sachant que pendant l'histoire de l'Algérie coloniale, en fait, les noms de famille ont été donnés par ce qu'on appelait des officiers des bureaux arabes. Donc il y a aussi une interrogation sur l'origine du nom de famille Kelou. Certains disent que c'est Koulou, dis-lui. Donc c'est une origine qui peut me plaire, parce que c'est une façon de dire qu'on doit raconter, on est appelé à dire. Et c'est une responsabilité qui me plaît en un sens. Mais voilà, je reçois régulièrement des messages. Je fais partie de la tribu. Je suis le fils ou la fille ou la mère. Et voilà. Et petit à petit, un arbre généalogique se reconstitue. Et puis, me permet aussi d'inviter d'autres qui sont en interrogation, qui ont parfois l'impression qu'il y a une branche cassée et qu'il faudrait retrouver la branche, d'aller chercher à leur tour. Justement, pour revenir sur ce que tu disais par rapport à ton nom de famille, à un moment, tu l'as dit, quand tu dis Rollo, il y en a qui disent le K, il y en a qui disent le gars, genre Gollo. Il y a un moment où tu dis, dans chaque famille, il y a une personne qui raconte, et que toi, cette place, elle te plaît. Et du coup, est-ce qu'on peut parler... est-ce que tu portes peut-être ce devoir, ou il y avait une formule que tu avais dite qui m'avait devoir de mémoire ou droit de mémoire? En fait, c'est vrai que le devoir de mémoire, je trouve ça lourd, parce que c'est un peu une injonction à se rappeler, et je pense qu'il faut laisser aussi une liberté à chacun. Moi, quand j'ai commencé à travailler sur l'histoire de la violence coloniale, ce devoir de se rappeler était quand même extrêmement douloureux, m'a hantée, m'a beaucoup affectée, et en même temps j'étais partagée par ce besoin, ce droit à la mémoire. C'est-à-dire, je pense qu'on devrait pouvoir avoir accès facilement. Il y a la question des archives, il y a la question aussi de l'archive orale, c'est-à-dire d'aller trouver un peu la source de l'histoire de l'interrogation. Et donc, en ce sens, je préfère le droit à la mémoire. Donc, ça veut dire créer des espaces, créer des accompagnements, parce que c'est un processus difficile d'aller chercher la mémoire. C'est aussi un voyage initiatique, et c'est ce que je raconte finalement dans mon livre. C'est plein de doutes, c'est plein d'appréhensions, c'est plein de cauchemars.
j'ai été beaucoup hantée par les figures violentes de cette histoire, notamment le capitaine Grousseau. Et je dis son nom aujourd'hui sans peur, mais c'est ce capitaine qui avait imposé la loi à Mansoura et qui frappait sur la tête de ceux qui ne saluaient pas ce qu'il représentait aussi, la France, et qui avait ordonné le massacre de paysans regroupés qui avaient été autorisés à aller cultiver leurs terres. Et plusieurs fois, il venait me réveiller dans mon sommeil avec sa canne et il me disait « Alors comme ça, tu veux dire la vérité ?» Et donc, je me réveillais comme ça, pleine d'effroi, et je me disais, mais oui, je dirai la vérité. Je l'ai enquêté, je l'ai trouvé, et je ne me laisserai pas intimider, silencier, parce que je pense que finalement, si je suis allée chercher ces paroles, ces histoires, c'est aussi pour les transmettre, là où j'ai eu un manque de transmission pour moi, personnellement. Et comment est-ce que tu as réussi, du coup, à aussi... faire en sorte que ton père puisse en parler, parce que quand tu parles de cauchemars, tu le dis aussi dans ton livre, c'est des cauchemars que ton père a partagés. Tu parles même d'un exil qu'il a vécu, mais aussi un exil qu'il se fait aussi à lui-même, parce qu'au départ, ça a été difficile pour lui aussi de partager cette histoire qu'il a été aussi dans une forme de mutisme. Peut-être qu'il n'a pas voulu non plus partager finalement des cauchemars que tu as eus. Comment est-ce que tu as réussi, même la référence au capitaine qui retrouve ensuite à Nancy, avec une statue Oui, finalement cette statue qui est la statue du sergent Blandan, héros de la conquête coloniale au XIXe siècle, qui était sur la route de son village à Alger, à Boufarik, s'est retrouvé à Nancy, dans l'Est, où il s'est installé, où nous avons grandi. Et donc, quand il a retrouvé cette statue, qu'est-ce qu'elle représente ? Elle représente l'occupation, elle représente la répression, elle inclut aussi le capitaine Grousseau. Voilà, c'est toutes ces figures-là dans l'ombre de cette statue qui existent. Et évidemment, pour lui, quand il retrouve cette statue menaçante qui lui faisait peur enfant, parce qu'on ne représente pas l'humain dans sa culture historiquement, il se disait mais qui est cet homme et pourquoi il me poursuit ? C'est un fantôme. Et ce fantôme fait ressurgir en fait le refoulé colonial. Et c'est à ce moment-là qu'il commence à écrire en tant que réalisateur un projet de film qui s'appelle Lettre à mes filles, qu'il ne tournera pas et qu'il m'offrira quand j'étais en Palestine à ce moment-là. Peut-être qu'il devait sentir que en documentant l'occupation militaire au quotidien, en Cisjordanie, à Gaza, à Jérusalem-Est, etc., j'étais capable de recevoir une parole historiquement qui avait connu cette violence coloniale. On se rend compte aussi qu'il y a une sorte de transmission. Finalement, c'est comme si tu continuais le travail que ton père n'avait pas pu faire. Donc, ton père est algérien, ta mère est française, et tu le dis, au bout d'un moment, tu le dis... vu que mon père est algérien, je suis algérienne. Et puis, il y a eu même ta meilleure amie russe aussi, qui, dans cette langue qu'elle maîtrisait, et toi, à côté, tu vois que tu ne maîtrisais pas l'algérien. Il y a un vrai questionnement. Est-ce que tu penses qu'il y a aussi une transmission peut-être transgénérationnelle par ton père, qui t'a transmis peut-être quelque chose qu'il aurait aimé faire, qu'il n'a pas pu faire, et toi, comme s'il y a eu un flambeau, en fait, qui t'a tendu et que... tu as fait peut-être au départ sans t'en rendre compte, et finalement tu t'es rendu compte que ça venait par l'histoire de ton père. Oui, c'est drôle parce qu'il utilise d'ailleurs le mot flambeau, dans le sens où je reprends le flambeau à la fois dans le cinéma, puisque finalement c'est son premier amour, le cinéma, c'est son premier rêve. Il a fait partie de ces réalisateurs à l'indépendance de l'Algérie qui ont été envoyés à l'étranger. Lui, c'était la Belgique, pour apprendre le métier de cinéaste, pour raconter son pays. C'était ça l'enjeu. C'était sortir du regard colonial, se raconter soi. Et il n'a pas raconté son pays comme il l'aurait souhaité. Donc ça, finalement, quand il arrive en France avec ce désir de création et de liberté, il se rend compte qu'il y a des thématiques qui sont très difficiles à aborder, très difficiles à ouvrir. Et donc, finalement, c'est le silence qui s'impose. Et je reprends ce flambeau. Finalement, lui a su me transmettre l'amour du cinéma. Ça, c'est certain. Il m'emmenait au cinéma, il me parlait des films. Et à travers ça, finalement, je suis allée chercher par le cinéma au départ, puis par l'écriture,
ce qu'il n'avait pas réussi à me transmettre. Mais ce qu'il n'a pas réussi à me transmettre, finalement, au fur et à mesure des années, je me rends compte qu'il m'a beaucoup transmis. Parce que même dans le silence, on transmet beaucoup. Même si c'est parfois du malaise, on transmet des interrogations. Et aujourd'hui, je me dis, en fait, oui, grâce à ces récits, je comprends tout ce que ces récits recouvrent et tout ce qu'il a malgré tout réussi à me transmettre dans l'exil. Et ça, je pense que ça répare de se le dire, de se dire, en fait, on n'est pas complètement dépossédé, puisque c'était l'impression de départ, dépossédé de la langue, peut-être de la culture, du contexte algérien. Et puis, en fait, non, on se rend compte que beaucoup est transmis. Et ce qui est beau, je trouve, c'est que finalement, je présente mon film, mon livre avec mon père, et régulièrement. Et puis, en fait, lui, maintenant, me dit, c'est ma fille qui me transmet. Lui, il dit, voilà, que je suis aussi une passeuse pour lui. Par exemple, là, il vient de réaliser un film qui s'appelle « Mange ton orange et tais-toi » avec une classe de lycéens où ils enquêtent ensemble sur le sergent Blandan. Qui était ce sergent Blandan, héros de la conquête coloniale? Pourquoi on en a fait une statue? Fils du peuple, devenu héroïque, célébré par Bugeaud, bien connu pour ses répressions du 19e siècle. Et donc, lui-même se met au travail, se sent disposé, libre pour le faire. Et quelque part, l'espace que j'ai pu créer en faisant ce travail, à son tour, lui sert. Et ce sont tous ces espaces qui sont nécessaires pour créer de la transmission, dans un sens comme dans l'autre. Et donc, sans ces espaces que tu crées, par exemple, aujourd'hui aussi, on ne peut pas faire exister ces histoires. Donc, on a tous une responsabilité en créant ces espaces pour que la parole circule. Et je voulais revenir aussi sur ton prénom. Ton prénom, il y a eu un questionnement aussi qui s'est fait aux États-Unis, donc Dorothée et Myriam. Et donc Dorothée qui, comme en Algérie, on appelait ça la Rouméa, donc la française, la blanche. Et en Algérie, tu étais Myriam. Et il y a eu tout un questionnement autour à la fois du tiret, de l'astérix. Et tout à l'heure, on parlait juste avant l'émission, justement, du tiret que tu as fini par mettre. Est-ce que tu peux nous en dire plus, juxtaposé en fait à cette histoire de colonisation? En fait, pour moi, finalement, quand j'arrive aux États-Unis, souvent aux États-Unis, on emploie le deuxième prénom aussi. Et donc, Dorothée, Myriam, voilà, je l'utilisais de plus en plus. Et quand je suis allée en Algérie pour faire ce travail de recherche dans le village de mon père, ça faisait 50 ans qu'il n'était pas retourné dans son village. Il était retourné à Alger, mais il n'avait pas poussé jusqu'à son village. Et quand il arrive là-bas, il dit « Binti Myriam ». Donc, je deviens Myriam, en fait. J'incarne ce deuxième prénom. Et quelque part, je suis à l'aise avec, puisque je commençais déjà à l'utiliser aux États-Unis. Et puis, pour moi, ça fait ressurgir une part algérienne qui, quelque part, pour moi, était effacée. Donc, ça m'intéressait de le faire exister aussi. Tu n'utilisais que Dorothée avant ? D'accord. Donc c'est un peu symbolique. Et bon, c'est vrai que ça peut surprendre Dorothée, Myriam, Julien, Mouloud. Bon, c'est pas habituel, mais en même temps, c'est une manière de dire bon, on peut exister avec l'un et l'autre. Et c'est une question que Moi, j'avais beaucoup d'amis palestiniens, américains, libanais, américains, qui en fait se revendiquent. C'est le Infinited Identities, donc ils se revendiquent en fait dans ce trait d'union. Et pour moi, c'était plus confortable de dire French Algerian, par exemple, que juste française ou juste algérienne. Parce que quand je disais française, pour moi, il y avait une amputation. Quand je disais algérienne, je me disais, il y a quelque chose qui n'est pas raconté non plus. Et donc, j'étais à l'aise avec cette idée de passer en fait de l'un à l'autre et de parfois inverser, parfois voilà. Mais jouer avec ce trait d'union qui est aussi, pour moi, quand on le regarde comme ça de loin, c'est aussi le signe de la négation. Et donc, j'ai aimé l'idée d'en faire un astérix. Parce que l'astérix, visuellement, c'est plus proche de la multiplication que de la négation. Donc après, voilà, on s'amuse. On essaie de résoudre nos questions en s'amusant aussi. Et donc, voilà, il y avait ce jeu un peu visuel que j'ai joué. Et donc, justement, dans cette double culture, il arrivait des moments où ta vie, on a dû te questionner aussi qui choisir. C'est comme si on te demandait finalement de choisir entre ton père
Et ta mère, et surtout, il y a eu beaucoup aussi dans le débat, le débat politique, médiatique en France, où comme s'il y avait un problème aussi avec cette binationalité, et encore plus avec cette binationalité franco-algérienne. Toujours, on est français pour telle chose, on est algérien pour telle chose. Il y a souvent un rappel avec ça. Comment est-ce que tu le vis, toi ? En fait, moi, je pense qu'au départ, je ne me posais pas vraiment la question. Mais j'ai découvert en faisant ce travail, par exemple, que mon père a pris la nationalité française dans les années 90, au moment des lois Pasqua, où du coup son séjour en tant qu'Algérien étranger en France pouvait être remis en question. Donc il y a aussi cette question tout à fait légale, en premier lieu, d'une double existence juridique reconnue avec un passeport français. Et en même temps, j'ai compris, en l'interrogeant lui, en interrogeant bien d'autres, que ça pouvait être compliqué, parce que finalement, leur combat, même si lui était enfant pendant la guerre, mais c'était quand même pour créer une nation. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas un renoncement à cette nation quand on prend une deuxième nationalité, et encore plus quand on prend la nationalité de l'ancien colonisateur? Et donc, il y a quelque chose comme ça en apparence qui peut sembler compliqué. Et en même temps, moi, je crois vraiment et on est très, très nombreux, en fait, à exister dans ces deux pays, à passer de l'un à l'autre, au quotidien, même dans nos foyers, dans l'intime. On est sans cesse comme ça, dans cette fluidité. Et je pense que, quelque part, il y a cette hybridité qu'il faut reconnaître, cette complexité, et sortir de ces injonctions qui peuvent être violentes, vécues très violemment, nationalistes aussi. En France, c'est de plus en plus le cas, avec la montée d'extrême droite, avec ces catégories qu'on met en avant de Français de souche. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'on peut être aussi Français de branche ? Où est-ce qu'on se positionne dans cet arbre ? Et donc, voilà. Donc, à un moment donné, c'est de travailler sur ces injonctions et se recréer des espaces. C'est de la même manière. On est obligé d'essayer de redéfinir, de s'amuser aussi avec ces définitions, de dire, attendez, comment moi je me situe ? Comment moi j'ai envie de me raconter ? Est-ce que vous pouvez me laisser cette complexité, cette nuance, cette fluidité ? Et je sais que c'est une conversation que j'ai eue aussi avec ma mère, Catherine, qui est française, qui n'a pas compris mon besoin de prendre cette nationalité algérienne, qui me disait, bon, tu as grandi en France, tu vis en France, prends un visa. Enfin, pourquoi se compliquer la vie, en fait ? Et cette symbolique de dire, ben non, j'ai envie d'être binationale, presque par provocation, comme certains pourraient dire bisexuel, ou voilà, mais de dire, en fait, on peut appartenir à plusieurs identités dans cette fluidité. Et ça devient presque un manifeste politique, en fait. Il y a presque aussi une forme d'oxymore, parce que quand on se dit qu'on vient d'Algérie, pays du 1,5 million de martyrs, comme tu dis, il y a une référence directement aussi à la résistance. Et tu le dis à un moment, mère française, père algérien, le fruit d'un mariage impossible quand on regarde l'histoire. Il y a ça aussi qu'on porte. D'un mariage qui a été rendu impossible par l'histoire, oui, par les lois, par les catégories qu'on a créées et opposées de Français musulmans, d'Européens. Mais je pense que tout l'enjeu, et c'est quelque chose qu'on travaille au quotidien en France, c'est de revendiquer une égalité totale et de penser que ce n'est pas réductible à une nationalité. Quand on voit par exemple actuellement avec ce qui se passe, la guerre à Gaza, il y a beaucoup de juifs américains, français, qui prennent position contre le sionisme, qui se positionnent pour la liberté du peuple palestinien, pour son émancipation politique, contre cet effacement culturel, politique et au-delà. Donc à un moment donné, on est aussi dans des positionnements politiques au-delà de national. Et donc, moi, je crois beaucoup à cette géographie que j'appelle une géographie intérieure, qui est transnationale, transfrontière, et qui invite juste chacun à se positionner au-delà de l'ethnie, au-delà de... Voilà. À un moment, tu parles aussi du mot nostalgie. Est-ce que, donc, c'est la nostalgie en France que l'on fait rimer justement avec l'Algérie ? Est-ce qu'on peut dire qu'on la porte aussi un peu chacun en nous, en tant que franco-algérien ? Après, la nostalgie, d'abord, ça
ça parle d'un mouvement qui est surtout ancré du côté européen, du côté des pieds noirs, avec la perte d'un territoire, avec la perte d'un lien historique qu'il revendique. Et finalement, c'est pas un mot qui s'applique vraiment aux immigrés ou algériens, descendants. Et il faudrait peut-être trouver un autre mot. Après, je ne sais pas s'il faut opposer un mot ou un autre ou élargir la définition du premier. Mais c'est sûr que, et d'ailleurs je l'écris dans mon livre, la nostalgie est présente et est tout de même une boussole. Moi, c'est ce qui m'a interrogée, ce qui m'a donné envie d'aller chercher. Après, une fois qu'on a retrouvé quelque part cet ancrage dans ce pays, dans sa langue, dans son histoire, ça permet de nouveau de s'ancrer, de s'ouvrir. Et moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est ce que le philosophe antillais Édouard Glissant appelle le tout-monde. C'est-à-dire que finalement, dans ce monde chaos, finalement, la position qu'on peut avoir, c'est la position de l'ouverture, plutôt que le choix de la frontière. Et cette créolisation du monde, en fait, elle intervient partout. Et je pense que c'est un enjeu majeur de se dire, mais qu'est-ce qu'on peut ouvrir pour être dans la rencontre profonde avec l'autre. Et voilà, en accompagnant mon livre, je me rends compte que c'est un travail qui résonne chez beaucoup. Et c'est cette part émotionnelle, moi, qui m'intéresse. Et qu'est-ce qu'on fait de cette nostalgie? Comment on la transforme? Comment on l'ouvre pour proposer autre chose? Et à un moment aussi, tu parles de réconciliation, donc d'une reconnaissance de la colonisation française en Algérie et de tout ce qui a aussi été infligé au peuple algérien. Et il y a une phrase que tu dis et que je trouvais très intéressante et j'aimerais bien qu'on développe un peu là-dessus, c'est tu dis, pour toi, en fait, la seule vraie réconciliation, c'est celle avec soi-même et son histoire. Et à côté, ton papa, ouais, pour qui la réconciliation, c'est de se retrouver autour d'un plat du couscous qu'il prépare, où pour lui, c'est justement la médiation, sachant que le couscous fait partie des plats préférés aussi des Français. Oui, c'était un peu une boutade parce que je racontais cette fois où j'avais rencontré un électricien qui était venu réparer un câble et puis en fait il n'avait pas forcément compris que je faisais partie aussi des bougnoules dont il parlait et puis en fait il me racontait très sérieusement qu'il se préparait une guerre raciale, qu'il avait des armes chez lui, et j'en ai parlé à mon père un peu en état de choc, quoi. Enfin, voilà, j'étais pétrifiée, quoi. Et il m'a dit avec ironie, voilà, il faudrait... Oui, parce qu'il parlait aussi du travail d'arabe, le travail d'arabe mal fait, etc. Bon, tous les clichés coloniaux. Et puis mon père a ironisé sur le couscous, et puis finalement le couscous, qui était un plat de médiation entre tribus à l'époque... en Algérie, et que finalement c'est un plat qui apaise. Une fois qu'on a mangé un couscous, on peut mieux parler. Il y a quelque chose de très doux et qui permettait parfois de résoudre des différends. Et donc ironiquement, il m'a dit, bon, offre-lui un couscous, tu vas résoudre le différend. Mais voilà. Mais après, moi, c'est vrai qu'on parle souvent de mémoire réconciliée, de mémoire apaisée. C'est d'abord des mémoires vivantes qui s'expriment parfois avec colère, etc. Et moi, en premier lieu, ce que je trouve intéressant dans ce travail que j'ai essayé de faire, c'est la réconciliation avec son histoire, avec soi-même. On ne peut pas forcer la réconciliation avec certaines figures historiques. On a le droit de s'y opposer, on a le droit d'avoir un positionnement de condamnation, même 50 ans plus tard, condamner la torture, condamner les déplacements forcés, condamner les viols. Bon, ce sont des crimes de guerre. Mais en tout cas, voilà, de s'apaiser soi, je pense que, en tout cas, moi, c'est ce qui m'a intéressée en allant chercher ce récit, en le documentant. Et justement, tu parles aussi du rapport au physique. Souvent, quand on a cette double culture, on est arabe parce qu'on le ressemble. On ressemble du moins on va dire à l'imaginaire que les gens se font des Arabes. Et c'est quelque chose aussi
que tu as vécu et qu'on ressent, je trouve, beaucoup dans ton livre. Quand tu dis ressembler à une arabe, avoir une tête d'arabe signifie qu'il faut parler arabe et donc être arabe. Et est-ce que être arabe, c'est forcément uniquement aussi ressembler à un arabe? Donc c'est beaucoup de questionnements, mais j'aimerais bien qu'on vienne aussi sur cet aspect aussi physique que beaucoup de personnes issues de l'immigration ou qui ont une double culture, et il y a beaucoup ils sont beaucoup confrontés à ça. Bah oui, c'est l'assignation identitaire en fait. C'est à partir du moment où en fait on a un physique qui échappe aux représentations qu'on peut se faire de l'arabe type, on navigue et on entend certains discours. Et moi, c'est ce qui m'a souvent beaucoup remué, c'est que je me retrouvais dans des cercles où il y avait des discours sur les Arabes, justement, dont je me sentais en partie faire partie. Enfin, c'est par mon histoire, par ma sensibilité aussi politique. Et j'étais souvent heurtée et je me rendais compte que, en fait, il y avait un enfermement, bien sûr, par le discours. De nouveau, l'enjeu, c'est de pouvoir se libérer, de pouvoir refuser ces assignations. Alors, évidemment, c'est difficile parce que parfois, c'est des assignations quotidiennes, répétées politiquement. Je reviens à mon travail de mémoire, mais je pense que ça m'a permis de prendre beaucoup de distance. Ça m'a permis de me rendre compte qu'il y a des constantes, et que, en fait, dans le discours, il y a des répétitions, c'est presque des rengaines. Des rengaines mal digérées qu'on recrache. Et à un moment donné, la personne qui recrache ce discours nous semble tellement peu intéressante parce qu'on se dit, elle n'a pas bossé, elle n'a pas fait son travail. Alors elle fait des dégâts, évidemment, mais plus soit on aura une maîtrise et un ancrage, moins on sera déstabilisé parce que quelque part, on pourra renvoyer un miroir à cette laideur sans soi se sentir laid. Et donc, c'est un peu l'enjeu aussi de cette juste distance à trouver pour... Et pour finir, une dernière question. À un moment, tu parlais justement de ce qu'on renvoyait en tant qu'Algérien. Est-ce que finalement, quand on dit aussi qu'on est Algérien, on sait que l'on représente forcément quelque chose ? Je pense qu'effectivement, il y a tout cet inconscient collectif. C'est l'Algérie et le pays latent de la France. Il y a quelque chose qui est là, qui n'est pas toujours dit, mais qui ressort dans les discours politiques. La colonisation s'invite à tous les débats présidentiels. Chaque candidat doit se positionner. Est-ce que la colonisation est un cadeau ou un crime ? C'est terrible de se dire qu'après toutes ces années, on n'a pas encore de consensus sur la nature criminelle d'une occupation. On ne se pose pas la question pour l'occupation de l'Ukraine. Voilà, je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui interroge chacun. Et je me rends compte en présentant mon travail que, en fait, finalement, on est très nombreux à être en lien avec l'Algérie, que ce soit des anciens pieds noirs, des anciens juifs d'Algérie, descendants de harkis, appelés. En fait, il y a beaucoup, beaucoup de liens à ce pays historiquement. Et quelque part, parfois, cette immigration algérienne qui se revendique attachée à ce pays rappelle une histoire qui est un peu dérangeante, un peu gênante et dont on voudrait bien se débarrasser. Mais en fait, les questions restent et elles se posent pour même la 3e, 4e génération. Plutôt que les fuir, je pense qu'il faut les ouvrir, il faut en parler, créer, imaginer. Donc, c'est un peu le processus. Merci beaucoup Dorothée Myriam. Je rappelle que vous pouvez retrouver son livre Nancy Kabylie aux éditions Grasset. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt.